Eh bien bonjour et bienvenue dans cette session. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on avait envie de vous faire voyager un petit peu. On va parler tourisme, même si le salon Top Reza est juste à côté. Je m'appelle Annie Lichner, je suis journaliste et je suis spécialisée dans tout ce qui est digital marketing. Et je pense que cette table ronde va beaucoup vous intéresser parce que connaissant les intervenants, ça va être très chaud, je vous le dis. Il fait déjà très chaud sur scène, ça va être encore plus chaud. Alors déjà, je vais commencer en vous posant une petite devinette. Est-ce que vous savez quel est le peuple qui poste le plus de commentaires en tourisme dans la langue au chat? Les Anglais, les Allemands, les Français? Eh bien, ce sont les Français. Les Français sont les champions européens en matière de dépôt de commentaires concernant le tourisme. C'est ce que vient de révéler une enquête Test and Trust. Et donc, comme vous le savez, ces commentaires, eh bien, ça a des conséquences, il y a des enjeux derrière. Toute l'idée de cette session, c'est de vous faire comprendre comment connaître le poids de ces commentaires, les faux avis, quels sont les impacts, comment voir leur fiabilité. Et pour y répondre, je vais appeler la société AFNOR avec Stéphane Moulière. Trust and Shops avec Linis Makundu qui est expert juridique. La société Xerfi Precepta avec Thomas Roux. La société Vinivi avec Gilles Ranger, fondateur de sites spécialisés dans la certification. Et enfin, Easy Voyage avec Jean-Pierre Nadir, son fondateur. Madame, Messieurs, rebonjour. Alors, je vais vous laisser vous présenter rapidement. Vous faites quoi? Qui est qui? Allez-y. Alors, Stéphane Moulière, donc AFNOR Normalisation, AFNOR Normalisation qui fait des normes, comme son nom l'indique, et je suis le responsable du département transport, énergie et communication, donc qui s'occupe des normes dans ces secteurs. Voilà. Bonjour, Glynis Makundu de la société Trusted Shops. Donc, je suis experte juridique au sein de Trusted Shops, qui est leader de la certification des sites marchands et qui propose également un système d'avis client. Bonjour, Thomas Roux du cabinet Xerfi Precepta. Voilà, on est un cabinet d'études sectorielles, économiques et stratégiques. Voilà, indépendant. Voilà. Gilles Granger, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Vinivi. Nous recueillons et diffusons des avis vérifiés dans le voyage. Bonjour à tous, Jean-Pierre Nadir, donc fondateur du site, voilà c'est mieux là, fondateur du site Easy Voyage, donc un portail internet de contenu et à l'occasion d'avis. Ok, juste avant de commencer, je voudrais excuser l'absence d'Expedia et l'absence de Vetfirmester qui a eu un empêchement de dernière minute, donc voilà, désolé. Et je vais tout de suite laisser la parole à Thomas Roux qui va cadrer un petit peu cette session avec des chiffres clés sur le tourisme. Donc, rebonjour à tous. Donc, la filière du tourisme fait incontestablement partie des secteurs les plus touchés, les plus impactés par l'avènement d'Internet et des nouvelles technologies, l'essor vraiment d'Internet je dirais, à chambouler vraiment les positions et les rapports de force au sein de la filière. Alors on voit quand même un mouvement de fond qui se dégage. C'est vraiment le retour du client au centre de l'écosystème, s'il vous plaît. Donc on aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette table ronde. Voilà, donc moi pour introduire cette table ronde, je vais vous citer quelques chiffres, quelques données de cadrage pour avoir une idée un petit peu de l'impact et de mesurer vraiment l'impact d'Internet de l'essor d'Internet sur le marché. Donc, on a près de 90% des internautes aujourd'hui qui surfent sur Internet pour préparer
leur voyage. Donc ça va de la consultation de photos sur leur destination, des avis, des notations. On a 90% des réservations aujourd'hui qui passent par le web dans l'aérien, 50% des réservations qui passent par le web dans l'hôtellerie de loisirs. On a 56%, donc plus d'internautes sur 2 qui achètent des produits ou des services liés au voyage et au tourisme. Donc c'est en termes de nombre, c'est la part la plus importante dans le e-commerce, assez loin devant les produits culturels et notamment le textile, habillement. Donc vraiment le tourisme arrive en tête. On a plus d'un internaute sur 2, donc 57% qui consultent les comparateurs en ligne pour les prix et la disponibilité des vols. Et près d'un internaute sur 2, 46% qui consultent les sites de critiques d'internautes sur les hôtels, sur les restaurants ou encore les lieux à visiter. Donc là aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette table ronde. Donc on voit, là c'est pour montrer un petit peu l'évolution du chiffre d'affaires de l'e-tourisme. Donc l'e-tourisme en l'espace de 6 ans a plus que triplé. Donc le chiffre d'affaires de l'e-tourisme progresse à pratiquement 20% par an et a priori ça va continuer encore de progresser dans les années à venir. Enfin, il n'y a aucune raison en tout cas qui laisse à penser que ça ne va pas continuer sur cette tendance. Donc ça c'est le pourcentage de voyageurs qui réservent entièrement leur voyage sur Internet. On voit aussi la croissance qui est exponentielle, multipliée par 5. En l'espace en moins de 10 ans. Donc voilà, aujourd'hui c'est 44% de voyageurs qui réservent entièrement leur voyage sur Internet. Enfin, c'était en 2012. Donc voilà, donc tous ces chiffres devraient selon moi continuer à progresser, notamment avec l'essor de l'Internet mobile et des smartphones. Et donc voilà, je vais passer la parole à Annie, mais juste pour conclure, je pense que les positions sont encore très loin d'être figées dans la filière et je pense qu'on devrait avoir encore de nouveaux acteurs et de nouveaux modèles qui devraient émerger à mon avis dans les années à venir. Voilà, merci. Non, c'est pas le même. Je suis désolée, j'ai un micro privilégié. Oui, alors vous l'avez bien compris, les avis des internautes ont une influence majeure sur l'achat. Et donc, le 4 juillet 2013, dites-moi si je me trompe, Stéphane, l'AFNOR a émis une nouvelle norme. Alors juste, Stéphane, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consiste cette nouvelle norme pour justement fiabiliser ces avis ? Alors, merci de me donner la parole. Donc effectivement, la norme Z74501 sur les avis fiables est sortie le 4 juillet 2013. Alors pourquoi cette norme ? Tout d'abord, vous l'avez dit tout à l'heure, dans le processus d'achat, la consultation des avis est de plus en plus présente et emporte pour beaucoup la décision ou non de finaliser cet achat. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cela ? Ces avis, malheureusement, il y a un constat également qui est fait, c'est qu'il y en a de plus en plus qui sont considérés comme faux ou non fiables. Donc, partant de ce postulat, la société Test & Trust est venue nous voir en nous soumettant l'idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer et de fiabiliser ces échanges qui deviennent de plus en plus présents et importants. En discutant, nous avons élaboré ensemble, avec une préétude qui a permis de consulter un certain nombre d'acteurs du marché, la solution que nous allions pouvoir déployer. Et nous en sommes arrivés à la conclusion qu'une norme pouvait contribuer à accompagner cette croissance majeure du marché en apportant un petit peu de fiabilité, de garantie pour les consommateurs dans les avis qui étaient émis par les différents sites. Et c'est comme ça qu'est né ce projet de norme qui a donc été élaboré en près de 18 mois. Donc ça a été une norme qui s'est fait assez rapidement avec un rythme de travail important, 13 réunions quand même, qui a réuni, je crois, près de 45 entreprises, donc qui est très représentative, à mon sens, des préoccupations du marché et de ses acteurs. Et donc, avec, bien évidemment, la conclusion qui était la publication de cette norme. Juste en quelques mots, pour les cybermarchands dans le domaine du tourisme, comment elle se positionne ? Qu'est-ce qu'elle apporte, cette norme ? Concrètement,
pour être normalisé par l'AFNOR, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, l'AFNOR ne normalise pas. L'AFNOR propose une norme et c'est aux acteurs du marché de déterminer s'ils souhaitent se conformer à cette norme. Voilà. Alors, bien évidemment, après, une différenciation se fera. Il y a les acteurs qui vont se dire conformes à cette norme, alors soit de manière autodéclarative ou d'une autre manière par tiers, qu'on va appeler une certification, soit effectivement les acteurs font le choix de dire non, cette norme, je n'en ai pas besoin et je continue mon mode de fonctionnement précédent. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, cette norme, elle apporte un certain nombre d'exigences, un certain nombre de principes qui définissent ce que doit être un fonctionnement dans le traitement, la collecte, la modération et la restitution des avis qui sont postés sur les différents sites. Voilà. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les consommateurs vont avoir une meilleure lisibilité sur qui fait quoi et comment. D'accord. Juste Gilles, par rapport à ce que vient de dire Stéphane, est-ce que vous avez travaillé avec l'AFNOR? Qu'est-ce que ça va changer dans l'e-tourisme? Est-ce que c'est important cette norme? Alors, ce que ça va changer à partir du moment où les gens vont commencer à adhérer à ces principes-là. Première chose, ça a l'air d'être une promenade de santé, dit comme ça. C'était 18 mois où vous imaginez que les acteurs autour de la table n'étaient pas d'accord du tout. Il y avait différents modèles, il y avait des marchands, il y avait des sites d'avis spontanés, il y avait des sites qui faisaient du média, et il a fallu que tout le monde se mette d'accord. Et je peux vous garantir que c'était vraiment pas une promenade de santé. Donc pour le consommateur, cette norme apporte plusieurs choses. D'abord, de la transparence. C'est-à-dire que ça permet que l'ensemble des personnes qui vont afficher cette norme sur leur site obéissent à des règles communes. Ça veut dire des contraintes. Donc le deuxième point, c'est des contraintes pour les professionnels. Ce sont des vraies contraintes. Alors nous, chez Vinivi, on était un peu des ayatollahs de l'avis vérifié. On voulait qu'il y ait des preuves systématiques. On voulait que ça ne soit que des avis avec des clients vérifiés. On n'a pas réussi à faire passer ça, même si on est des ayatollahs. Preuve que la norme fonctionne. Et ensuite, en revanche, même avec nous, on a dû se soumettre à un certain nombre de règles et de contraintes. Donc, deuxième point, ce sont des vraies contraintes pour les professionnels. Ensuite, on parle un langage commun. Tout le monde, tous les sites qui afficheront la norme AFNOR sur les avis parleront le même langage. On parle tous de recueil, on recueille tous les avis de la même façon, on lit les avis de la même façon, on a les mêmes obligations vis-à-vis du consommateur. Un exemple très simple, aujourd'hui, tous ceux qui veulent être conformes à la norme doivent obligatoirement avertir le client si son avis n'est pas publié. Je ne vous cache pas que ça change beaucoup nos méthodes. Par exemple, quand quelqu'un qui écrivait sur un établissement que la patronne était une grosse vache, avant, personne ne lui écrivait pour lui dire « votre avis ne sera pas publié ». Maintenant, nous sommes obligés de le faire. Vous imaginez que les gens réagissent par rapport à ça. Donc, il y a des vraies implications par rapport à ça. Et dernière implication qui est assez intéressante, vous allez voir de plus en plus de fautes d'orthographe, parce qu'un des éléments de la norme, c'est qu'il est interdit de modifier le contenu de l'avis. Je vous donne un exemple. Nous, on travaille dans le voyage. Il y a certains de nos, pas clients, parce que finalement, on ne les a pas pris comme clients, qui nous demandaient d'enlever un certain nombre d'éléments liés à un voyage. Par exemple, s'il y a eu des retards aériens, on ne voudrait pas que ça soit dans l'avis. Et bien ça, dans la norme AFNOR, c'est interdit. On n'a pas le droit de toucher à l'avis. Donc, pour le consommateur, ça veut dire que tout le monde va travailler de la même façon. Et il va y avoir des vraies règles que tout le monde devra respecter. En tout cas, tous ceux qui affichent la norme. D'accord, ok. Alors, cette norme, Gilles, il est pour. Il y a aussi des gens qui sont contre parce qu'il y a des contraintes et puis parce qu'elle ne va pas assez loin. Jean-Pierre? C'est moi qui suis contre. Ah, ben, C'est moi le gars contre. Donc, non, moi je suis ni pour ni contre, je ne suis pas dedans. Donc, non, mais je vais vous donner mon avis, hein, vous m'avez demandé, je vais vous le donner. Donc, moi je pense qu'il y a pire donc, que des avis qui sont douteux, il n'y a pas d'avis du tout. C'est-à-dire que le tourisme, avant donc, les avis sur Internet, c'était quoi? C'était un monde complètement donc, dans une boîte noire, dans lequel l'information ne circulait pas,
Et lorsque le consommateur donc, avait un problème, il lui fallait 3 ans pour pouvoir effectivement donc, mettre en avant le problème qu'il avait vécu. C'est-à-dire que grosso modo, je consommais une semaine de vacances avec Nouvelle Frontière, j'étais pas content, je rentrais, j'allais voir Nouvelle Frontière qui m'envoyait balader donc, gentiment au bout de 2 mois. J'écrivais au syndicat des agents nationaux de voyage qui m'orientait donc vers un service d'un ministère quelconque. Et ensuite, je finissais par envoyer un courrier à l'époque à 50 millions de consommateurs, qui est devenu 60 millions depuis. Et au bout de 3 ans, effectivement, ma lettre était publiée, si j'avais eu de la chance, et on disait « Oulala, attention, le club Nouvelle Frontière à Djerba n'est pas terrible, manque de peau, Nouvelle Frontière vendait plus le club en question. » Et donc, mon avis n'avait aucun intérêt. Donc, moi, je crois que l'acte 1, c'est de revenir à l'origine des choses. C'est que d'abord, ce qui est important, c'est effectivement que le web ait permis en temps réel, et de plus en plus grâce notamment donc à Twitter, puisque les modèles en plus d'information ne cessent de changer, c'est qu'on a redonné du pouvoir aux consommateurs. Et ça, c'est l'élément fondamental qui fait que pourquoi les gens vont chercher de l'information et des avis, parce qu'ils partagent de l'information. Dans la société du partage, largement maintenant développée par le web, eh bien, l'avis des autres, des tiers, devient un élément de choix important. Alors là-dedans, on dit, je termine là-dessus, là-dedans, on dit, avant que vous me coupiez, là-dedans, on dit, ah oui, attention, 25% des avis sont faux. Moi, je dirais 75% les avis sont justes. Voilà. C'est-à-dire que donc, quand on sait effectivement donc, lire entre les lignes, on se rend compte qu'effectivement, il y a des avis qui sont faux, il y a des avis qui sont tendancieux, clairement, et puis il y a des avis qui ont l'air justes. Bon. Pour moi, ce qui est important, c'est pas tant l'avis que qui le dit. Et donc, nous, sur Easy Voyage, l'angle, le prisme qu'on a retenu, c'est d'essayer de faire en sorte d'avoir des fiches profils bien remplies et donc d'avoir des vrais gens. Voilà. Et donc, ce qui finalement, tout avis est éligible dès lors qu'on sait de qui il émane. Et donc, nous, sur Easy Voyage, on essaye d'éviter que Gérard 3000, avec une photo de chien en guise donc d'avatar, puisse émettre 5 avis par jour, donc considérant qu'a priori, sans doute qu'effectivement, tout ça n'est pas très juste. Je reviens sur la norme AFNOR. Moi, je n'ai rien contre les normes. Je dis juste qu'aujourd'hui, il y a un acteur leader mondial qui s'appelle TripAdvisor, qui fait aujourd'hui le marché de la vie dans le tourisme. Pas moi, pas Gilles, pas l'AFNOR, c'est Trip. Donc, ce qui est important, ce n'est pas de savoir ce que pense l'AFNOR, c'est de savoir ce que pense Trip. Et je constate que plus ça va, plus Trip est important dans le développement effectivement économique des hôteliers. Donc, c'est sans doute que l'internaute y trouve son compte. Voilà. Oui. Et donc, moi, ce qui est important pour moi, je suis un libéral. Ce qui est important, c'est le marché. Si l'internaute veut de l'avis sur Trip, eh bien, moi, je vais essayer de me mettre dans cette file et d'être un bon numéro 2 avant de vouloir révolutionner tout et être un numéro 1. Nous, en France, quand on est embêté, on fait une norme. Aux États-Unis, ils font un business. Moi, j'essaie de faire un business. Jean-Pierre, ce qui n'a pas empêché TripAdvisor d'avoir des faux avis. On est d'accord? D'accord. Ok. Donc, TripAdvisor, toute la journée, on dit... Je termine. TripAdvisor, on dit, ils ont des faux avis. Je constate que, 1, ils s'en foutent, et que 2, ils continuent à se développer. Ben voilà. C'est donc sans doute que l'internaute, il trouve son compte. Voilà, c'est-à-dire que malgré toute la campagne de communication contre eux, négative, 1, ils répondent même pas. Alors qu'en France, on paierait donc un lobbyiste et 3 mecs en communication pour répondre, ils répondent pas, et leur business ne cesse de croître. L'audience de Trip en France, comme score, c'est 4,5 millions de visiteurs uniques. Moi, Easy Voyage, c'est 1,8. Donc je vais attendre d'en faire 4,5 ou 5 pour commencer à donner le son à Trip. Voilà. Donc je dis juste que par contre, il est évident qu'il y a une voie, que tout ça n'est pas parfait, il faut le faire effectivement évoluer, mais en l'occurrence, je pense que c'est à nous, hommes de business, de trouver les réponses et les bonnes réponses, plus que de normaliser. Essayons effectivement donc de devenir plus légitimes qu'eux, parce qu'on sera meilleur. Pour l'instant, on est moins bon, donc on essaie de faire les efforts pour déjà upgrader le niveau. D'accord. Okay. Mais est-ce que le cœur du débat, finalement, c'est pas l'anonymat des avis des internautes? Est-ce que c'est pas ça le cœur du débat? Vous l'avez justement dit, vous m'avez dit, ce qui est important, ce n'est pas ce qui est dit sur les sites, mais qui le dit. Et c'est vrai. Glynis, est-ce que vous voulez répondre, vous qui êtes chez Trusted Shops? Alors, la question de l'anonymat, de la publication de l'auteur des avis, ça rencontre tout de suite les problématiques de protection des données personnelles. Parce que, évidemment, il y a une problématique de protection des données. Il y a un principe de proportionnalité dans la loi informatique et liberté. La collecte doit être proportionnelle à la finalité pour laquelle elle est réalisée. Donc en gros, si on collecte le nom et le prénom d'une personne qui laisse un avis, ça doit permettre de vérifier son authenticité, mais ça ne doit pas obligatoirement être publié à tous sur le net, ce qui expose la personne à d'autres problèmes. Oui, et autre problème, cette norme, elle s'adresse au marché franco-français, quid au marché européen, international. Glynis, vous avez des réponses?
Alors oui, bien sûr, la norme s'applique en France, a été bien acceptée également à l'international et nous pensons chez Trusted Shops que c'est une bonne initiative. Après, nous sommes présents sur 10 pays européens actuellement et ce que nous pouvons observer, le retour des marchés internationaux, c'est que la problématique des avis et des faux avis est traitée différemment dans certains autres pays. Je vais prendre l'exemple de l'Allemagne. Où là, ce n'est pas la normalisation qui a été choisie, mais c'est plutôt la jurisprudence et les tribunaux qui se sont emparés de la problématique. Et les premiers jugements vont plutôt dans le sens de la liberté d'expression la plus accrue pour les consommateurs, où un jugement récent indique que nous n'avons même pas le droit de contacter le consommateur après qu'il ait publié un avis pour lui dire qu'il ne sera pas publié ou pour quelle raison, ce que demande la norme en France. Parce que ça pourrait faire peur éventuellement à des consommateurs et les empêcher de laisser un avis à l'avenir pour ne pas être importunés ensuite avec ce type de requête. Donc c'est une problématique totalement différente et on peut imaginer qu'un acteur présent sur les deux marchés puisse avoir des difficultés à utiliser un seul outil qui soit et conforme à la norme et qui respecte les exigences sur d'autres marchés internationaux. Ok. Stéphane, est-ce que vous voulez rebondir sur l'anonymat et sur l'international, s'il vous plaît ? Oui, je vais simplement préciser une petite chose juste avant de rebondir sur ce sujet. La norme, c'est une démarche volontaire, ce n'est pas un règlement, il faut faire la différence. Donc c'est une démarche que les acteurs, les consommateurs auront le choix de suivre ou pas. Donc ça, c'est la grande différence et je voulais vraiment insister là-dessus parce qu'on dit à chaque fois la réponse, c'est une norme. Non, c'est pas vrai. En France, la réponse à chaque fois, c'est une loi. Et justement, la norme, c'est une démarche volontaire à l'inverse de la loi. Non, je suis désolé. Je suis désolé, c'est le marché qui l'impose. Voilà. Donc, concernant l'anonymat, donc effectivement, on est tout à fait d'accord sur ce qui vient d'être dit. La norme propose la suppression de l'anonymat dans le dépôt de l'avis. Pourquoi ? Pour avoir les éléments qui permettent de vérifier la véracité des commentaires qui sont émis. Et ça, c'est fondamental parce qu'effectivement, on pourra dire tout ce qu'on veut. Si on n'a pas ça, les avis, on n'aura aucun moyen de les vérifier réellement in fine. Donc ça, pour nous, c'est important et la norme le prévoit. Deuxième chose, sur l'international, bien évidemment, aujourd'hui, c'est une démarche qui a été initiée au niveau franco-française. Je pense que c'était un palier important. Ça a permis de voir que les acteurs avaient, comme l'a dit tout à l'heure Gilles, des avis qui parfois pouvaient être divergents. Mais en même temps, on a réussi, sur la base de ces avis divergents, à construire un consensus et donc sortir une norme qui, aujourd'hui, est suivie par beaucoup de pays, dont les États-Unis. Je crois qu'on a beaucoup eu cette initiative a été énormément appréciée de la part de certains pays. Le Danemark, je le disais, il y a des comités de consommateurs internationaux également qui ont été très intéressés par cela. Donc aujourd'hui, c'est un fait, voilà. On verra effectivement ce que donnera le marché et comment le marché appréciera ou non cette norme. Quoi qu'il en soit, la démarche qui est aujourd'hui dans les tuyaux, c'est une démarche qui veut porter cette norme au niveau international. Voilà. D'accord. Gilles, peut-être compléter et nous expliquer, vous allez plus loin puisqu'on parle de certification. Comment vous travaillez avec les professionnels du tourisme ? Alors pour répondre plus clairement, nous ce qu'on fait, c'est qu'on se met derrière les systèmes de réservation des hôteliers ou des distributeurs. On envoie un email de la part de l'hôtelier ou du distributeur et on demande l'avis au client. Assez simplement, on le relit et ensuite on le publie sur le site internet du distributeur ou de l'hôtelier et sur un ensemble de canaux de distribution comme Google, comme Facebook. Sur l'anonymat, pour revenir sur ce que disait Jean-Pierre, personnellement, le fait que Gilles Granger ait écrit un avis de Vinivi sur l'hôtel machin truc, ça n'intéresse à mon avis pas grand monde dans cette salle. En revanche, être sûr que Gilles a bien séjourné dans cet établissement-là, même si mon avis, vous n'en avez pas grand-chose à faire, est plus important. En revanche, si on se connaît sur Facebook, il y en a 2-3 dans la salle, mon avis peut avoir un certain intérêt pour vous, ou pas, ou l'inverse. Donc ce que je veux dire, c'est que l'anonymat est intéressant vis-à-vis du consommateur, il est moins intéressant si j'ai choisi d'en parler sur des réseaux sociaux sur lesquels je souhaite communiquer mon avis. C'est un petit peu pour nous la limite de l'anonymat, mais c'est à être un choix du consommateur que de dire je souhaite que mon avis en entier soit publié. Pour en revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Pierre, c'est vrai qu'on est passé d'un côté, le balancier est passé d'un côté où le client Nouvelle Frontière, je reprends ton exemple, c'est Nouvelle Frontière dans la salle,
Voilà, il est parti et 3 ans après, il n'avait toujours pas de nouvelles. Ça, c'était un côté du balancier. L'autre côté du balancier, c'est que tout le monde peut dire ce qu'il veut sur tout et n'importe quoi sans que ça soit du tout vérifié. Et la norme, en tout cas, elle permet de mettre des guidelines précis, enfin des règles précises. Après, apparemment. Oui. C'est à mon tour. Allez-y, Bon. répondez-lui. Allez, je vous bouille. Non, mais là-dessus, sur effectivement donc, le coût du balancier, la norme AFNOR, elle ne répond pas à la question non plus posée. Aujourd'hui, il y a 15% des clients qui maintenant, sous la menace d'un avis négatif, donc essayent d'obtenir une réduction ou un petit déjeuner gratuit ou au moins un deuxième croissant. Donc la réalité, c'est que on a payé sa chambre, on peut justifier de la facture. Pour autant, ça ne donne pas effectivement donc légitimité à celui qui dépose l'avis pour effectivement s'exprimer sur l'hôtel de manière crédible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, encore une fois, vont mettre des avis négatifs parce que l'hôtelier n'a pas cédé au fait qu'il voulait être surclassé, qu'il voulait une bouteille de champagne gratuite, etc. Donc, je pense qu'encore une fois, on en revient au profil. Moi, ce qui m'intéresse sur EasyVoyage, c'est de créer une communauté à visage découvert. Et ce qui m'intéresse, c'est que Granger, quand il met un avis, je puisse aller voir tous les avis de Gilles Granger depuis 3 ans et me dire, tiens, ce gars-là, je me sens en phase avec lui. À la fois parce qu'en morphotype, sa photo m'inspire, et puis en plus, il est marié, 2 enfants, ça me correspond. Et quand je vois les avis qu'il a mis, eh ben, je me sens assez à l'aise avec son avis. Donc, le rating de l'expert me semble, effectivement, de l'expert ou du déposant, me semble un élément extrêmement déterminant. Je voudrais dire 2 choses de plus. D'abord, effectivement, il y a un mot magique dans les avis, c'est la modération. Et donc nous, à EasyVoyage, on a 20 journalistes qui développent des contenus et on essaye de modérer. Alors vous allez me dire, plus vous avez d'avis, plus évidemment c'est compliqué à modérer. Au début c'est facile, parce que vous en avez peu, et puis quand ça monte en puissance, ça devient compliqué. Alors vous avez des moteurs sémantiques qui permettent, pour reprendre l'exemple de Gilles, d'éviter les insultes, de faire remonter tous les avis et de ne pas les publier du reste. Nous, on ne publie qu'après modération. Donc on va déjà vérifier que l'avis semblerait effectivement avoir un sens. Et ensuite que le déposant semblerait avoir un profil crédible. Deuxièmement, et très important, je pense, pour la salle qui nous écoute, on a dit tout à l'heure, la France est formidable, les gens déposent des avis. Mais créer un site d'avis et développer les avis, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire, j'ai un site et voilà, mettez des avis, ça ne marche pas. Gilles et moi, donc ça fait 10 ans qu'on fait ça, bah, moi moins que lui en plus, c'est un parcours du combattant. C'est-à-dire que pour le coup, faire venir les gens pour qu'ils déposent des avis chez vous, c'est très compliqué. Donc il faut d'abord les faire venir, ensuite il faut les sélectionner, hein, donc c'est très important. Et puis après, essayer de créer une communauté sur la base du volontariat pour déposer de l'avis. Aujourd'hui, lorsque effectivement un hôtelier donc, envoie un mail demandant à son client de mettre un avis, c'est clair que le réflexe général, c'est de l'envoyer sur Trip, puisqu'encore une fois, donc, il y a un acteur donc, leader. Donc nous, on doit œuvrer pour faire en sorte qu'un certain nombre d'internautes plus avisés que les autres viennent d'abord chez nous déposer de l'avis original, spécifique, et qu'on puisse contrôler et animer cette communauté autour finalement d'un partage d'expérience qui pourra leur valoir un statut particulier et peut-être effectivement donc des avantages. C'est ce que nous on essaye de développer. Donc on préfère incentiver plutôt que réprimer. D'accord. Jean-Pierre, c'est ce que vous appelez les testeurs de vacances chez vous, de ce concours-là? Ce sont les journalistes, ça. Ce sont les journalistes. Qui font... C'est les 25 qui se trimballent dans le monde et qui vont visiter les hôtels. Mais ça, les journalistes, en fait, chaque journaliste donc, fait à peu près donc, 10 déplacements par an, visite 30 hôtels par déplacement, 30-35, puisque chaque jour, en fait, on en visite 3-4. Et donc, cette base-là, elle représente 8000 hôtels, donc à peu près à jour, sur 300 000 hôtels vendus sur Internet. Donc là-dessus, on fait que les hôtels de séjour et donc vraiment donc, les grands resorts sur lesquels on va passer une semaine et où là, l'expérience de l'hôtel est un élément majeur de l'expérience donc, du voyage. Donc là-dessus, on en a 8000, on tient un jour en permanence, encore une fois sur 300 000. Donc de toute façon, la capacité à tout noter avec des critères donc, forts ne passe que, évidemment, par les internautes et les clients qui vont mettre des notes parce qu'on ne peut pas avoir sinon une base à jour, donc encore une fois de manière crédible. D'ailleurs aujourd'hui, en dehors de Trip, quels sont les acteurs qui ont des avis? Les marchands, parce que les marchands, les hôteliers sont les seuls à avoir les coordonnées du client et donc la capacité à demander au client son avis. Là-dessus, on peut quand même effectivement avoir un doute sur la crédibilité de la publication de ces notes, puisqu'ils sont évidemment partie prenante. Le marchand qui met en avant un hôtel, il touche des coms, et en fonction de la com, il a intérêt à pousser tel ou tel hôtel. Nous, on n'a pas cet intérêt-là. Par contre, on a un problème, c'est qu'on ne connaît pas les gens, les internautes, et donc il faut aller les chercher. C'est compliqué. Et les coûts d'acquisition sont très élevés. Ouais, alors justement, pour ceux qui voudraient refaire un site d'avis, voilà, c'est mon message, les coûts d'acquisition sont très élevés. Alors juste, Gilles, on a bien compris, vous certifiez les avis, mais comment vous fonctionnez? Parce que vos clients, ce sont les professionnels du tourisme qui viennent vous voir. Comment ils réagissent lorsqu'un avis est négatif? Comment vous faites? Exactement ce que Jean-Pierre vient de décrire en disant, quand on est un site d'avis pur, on n'a pas les coordonnées des clients.
D'un autre côté, il y a les marchands, mais personne ne va les croire. Ben, nous, on se met pile entre les deux et on dit aux marchands, donnez-nous votre base de données, prêtez-la nous, hein, je vous rassure tout de suite. C'est pas notre base de données, c'est la vôtre, ça vous appartient, c'est vos avis, on n'en fera rien, c'est pas le point. On va interroger vos clients, on va tout publier, parce qu'effectivement, les marchands vont avoir une tendance à vouloir vérifier, filtrer, mettre en litige, essayer de se débrouiller, de mettre ça sous le tapis. Voilà, nous on est pile au milieu et on dit, ben non, on va prendre les avis, on va les relire, voilà comment on les relie. Tous nos clients qui sont des distributeurs aujourd'hui, les ateliers, adhèrent à cette façon de travailler. Ils sont obligés, sinon ils ne signent pas. Et puis, tout simplement, on a le volume que décrivait Jean-Pierre, que n'a pas TripAdvisor. Enfin, il donne un truc très simple. Vous allez dans un hôtel, quand vous séjournez dans l'hôtel, aujourd'hui, et quand vous sortez de l'hôtel, vous n'allez pas déposer un avis. Disons qu'il y a 200 personnes ici. Combien de personnes vont aller déposer spontanément un avis? En moyenne 1%. Okay, si on vient vous sélectionner, enfin, on vient vous envoyer un email et on vous dit, au fait, votre séjour, c'était bien, entre 17 et 20%, vous allez répondre oui ou non. On arrive à avoir beaucoup plus de volume en interrogeant les gens une fois qu'ils sont partis et qu'on leur explique qu'il y a une norme AFNOR et qu'on adhère à cette norme, donc on ne va pas faire n'importe quoi avec leur avis. À partir de ce moment-là, les gens se mettent vraiment à répondre. Les gens ont envie de participer. Si on ne leur demande pas leur avis, ils ne vont pas les répondre. Aller les chercher tout seul, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est quasi impossible. En revanche, c'est compliqué, c'est cher. Nous, on a arrêté de le faire. Du coup, en se mettant derrière un marchand, on arrive à avoir beaucoup de volume très rapidement. Et juste un petit commentaire. Ce que vous venez de voir là, où on n'est pas tous forcément d'accord, vous faites ça pendant 13 sessions, pendant une journée entière. Et ouais, tu aurais dû venir, c'était bien. C'était sympa. Tu nous as manqué, pendant les journées. Mais il y en avait beaucoup des comme Jean-Pierre. Donc voilà, on s'est quand même mis d'accord. Le vrai avancé pour moi, c'est qu'en fait, si je prends une analogie par rapport à un autre secteur, qui est l'alimentaire, tout le monde disait qu'il faisait du bio. Tout le monde disait, moi je suis un agriculteur biologique, je fais bien mes petites salades bio et tout. Là-dessus, il y avait des gens qui ne faisaient pas du bio. Il y avait des industriels qui voulaient absolument mettre le label bio. Toute la discussion qu'on a eue pendant 1 an et demi, ça a été de dire, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un légume bio? Est-ce que c'est un légume où on doit avoir le nom de la personne en entier? Non. Est-ce que c'est un avis pour lequel on doit systématiquement avoir une preuve? De préférence. Est-ce que c'est un avis qui, quand la personne, on lui dit que son avis ne sera pas publié, est-ce qu'il faut vraiment lui envoyer un mail? La conclusion a été oui, il faut lui envoyer. Donc en gros, maintenant, on a un label bio et les grands industriels, on ne dit pas qu'ils ne font pas du bio, on dit juste qu'ils ne peuvent pas avoir le label bio parce qu'ils ne sont pas bio. Voilà, c'est dommage. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un super business et qu'ils ne gagnent pas plein d'argent. Mais ils n'ont pas le label. Je ne mène aucun combat contre la flore, moi. Juste, Glynis, est-ce que vous pouvez compléter, vous, comment vous travaillez chez Trusted Shops? Alors, nous, on est dans un secteur qui n'est pas exactement celui du tourisme, et c'est du coup l'avantage, je trouve, de cette norme AFNOR qui traite de tous les avis de consommateurs dans tous les contextes. C'est pour ça qu'il y a certaines dispositions qui peut-être ne conviennent pas à certains détails dans certains business. Chez nous, on va avoir un processus de collecte des avis qui est conforme à ce qui a été décidé, c'est-à-dire qu'il va y avoir une demande au consommateur d'évaluer une commande et pour laquelle il va devoir vous indiquer un numéro de référence, la date de la commande, comme le demande la norme AFNOR, et bien sûr nous laisser son adresse mail. Donc on a ses coordonnées et on a la possibilité de vérifier l'avis. Par contre, ces coordonnées ne sont pas publiées. Et ensuite, pour tout ce qui concerne la modération, il y a effectivement des procédures qui sont mises en place a priori avant la publication, mais aussi a posteriori. Et on permet aux marchands de répondre aux avis de leurs clients. Donc la problématique chez nous, elle ne se situe pas au niveau des avis positifs ou négatifs finalement, mais plutôt les avis vrais ou faux. Et c'est important, c'est le plus important finalement. Bien sûr. Et toute la nuance, c'est qu'on peut voir cette problématique des avis du côté du marchand qui essaye de se protéger d'avis laissés par ses concurrents qui sont négatifs ou alors d'avis de consommateurs malveillants qui exagèrent. Mais il y a aussi tout ce qui est du côté du client finalement qui devrait pouvoir s'exprimer. Quand je vais dans un magasin physique et que je me plains d'un produit que j'ai acheté, je ne suis pas obligée de donner toutes mes coordonnées, mon nom et mon adresse. Je peux simplement donner mon avis là-dessus. Et c'est cette liberté qu'il est important aussi d'arriver à préserver pour que les gens continuent à donner des avis sans craindre d'être ensuite importunés. Donc c'est ce qu'on essaie de réaliser chez Trusted Shops.
Alors Stéphane, juste comment lutter contre les faux avis justement et puis aller plus loin. Alors comment lutter aussi contre un TripAdvisor qui est effectivement le leader avec tout et n'importe quoi, omniprésent effectivement. Est-ce qu'il y a encore une place pour des... Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une démarche volontaire. Il y a de la place pour ceux qui veulent suivre la norme, comme ceux qui ne veulent pas la suivre. Et là, monsieur des e-voyages l'a très bien dit, il n'y a aucun souci par rapport à ça. On est dans une démarche volontaire. Donc, il n'y a pas de lutte à proprement parler. Simplement, donc, il y a un référentiel qui est sorti, qui est donc cette norme, qui permet à des gens qui souhaitent effectivement apporter une transparence claire et partagée surtout, c'est ça qui est très important parce qu'elle est partagée, elle a été construite. Je rappelle que ce n'est pas une norme qui est faite par l'AFNOR, c'est une norme qui est faite au sein de l'AFNOR par des acteurs du marché. Voilà. Donc ça, c'est représentatif, hein. C'est pas quelqu'un qui fait, comme dans une loi, dans un ministère, c'est un haut fonctionnaire qui fait ça dans son bureau, c'est pas du tout ça. C'est vraiment différent et j'insiste là-dessus. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. On verra effectivement à l'usage, parce que là c'est encore un peu tôt, ça fait que 2 mois qu'elle est sortie, mais on verra comment effectivement celle-ci est accueillie par le marché. Je crois qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'entreprises qui ont décidé de franchir le pas de la certification sur la base de cette norme. Donc je pense que c'est important de le signaler, avec aujourd'hui la première entreprise qui a été certifiée donc, sur la base de cette norme, qui est GDF Suez. Donc on verra, l'expérience nous apportera les éléments de réponse, mais en tout cas, je pense qu'il y a de la place. Alors concernant le sujet de TripAdvisor, je tiens à dire quand même qu'ils ont participé à nos débats. Ils ont été plutôt extrêmement constructifs. Donc j'ai tendance... Ils n'ont pas voulu participer au débat ici. Alors ça les regarde, je ne sais pas pour quelle raison, mais ça les regarde en tout cas, c'est sûr. Mais en tout cas, moi ce que je tiens à dire, c'est que ça a été extrêmement constructif. Ils ont apporté beaucoup d'éléments importants. Et je pense que leur présence, quelque part, note un certain intérêt de la démarche. Voilà. Donc on verra effectivement avec le temps comment cela évoluera. Alors, on l'a compris, aujourd'hui, les avis d'internautes sont très influents, mais qu'en sera-t-il demain? Est-ce que vous pensez que ça va évoluer dans ce sens-là toujours plus, ou justement les internautes prennent du recul, se disent on nous a trompés, là je fais très attention? Jean-Pierre? Je ne sais pas, déjà, on va essayer aujourd'hui déjà d'organiser les choses avant de penser à demain. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tous les modèles de communauté s'organisent autour, encore une fois, donc, de référents. Sur Twitter, vous choisissez des gens que vous suivez parce que vous trouvez qu'ils envoient des tweets intéressants. Et donc, vous sélectionnez les gens qui vous intéressent. Et donc, je pense que la presse, ça fait très longtemps, la presse a toujours, vous écrivez un article, vous signez, vous mettez votre nom. Et aujourd'hui, donc, on rajoute même la photo. Donc, la plupart, effectivement, des prises de parole, normalement, s'accompagnent d'un non-anonymat. Donc, moi, je pense que le développement donc, à venir, c'est encore une fois donc, de mettre en avant donc, des gens qui ont un profil, un parcours, une histoire, et qu'on va suivre et qu'on va lire avec plaisir, parce qu'on pense que l'écriture, la plume, le style et la vie est intéressant. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que la course à la quantité, elle est perdue. Dans le domaine effectivement donc, du voyage, il y a un archi-leader et avec 33 millions d'avis, 60 avis toutes les secondes. Le combat du volume, de toute façon, il est perdu. Donc, il nous reste à être des portes d'entrée crédibles. Et donc, si je reviens tout à l'heure à l'histoire du bio, il y a mieux que de dire que je suis un produit bio, il y a être fauchon. Et quand tu es fauchon, tu peux décliner ta marque sur un tas de produits qui crédibilisent complètement toute ton action. Donc aujourd'hui, si on veut être une porte d'entrée crédible sur le web, il y a évidemment l'avis, mais il y a aussi la pertinence des informations qu'on remonte en matière de produits et de prix pour ce qui concerne donc un site comme EasyVoyage, la pertinence des infos sur les destinations, tout ça devient un tout. Et dans un monde où ton concurrent aujourd'hui c'est Trip, mais demain sera Google, car Google ayant racheté Zagat et avec une volonté de développer Hotel Finder, deviendra sans doute le plus grand site d'avis du monde. Donc la course aujourd'hui aux moyens contre ces gens-là, donc elle est évidemment perdue. EasyVoyage, on a 25 développeurs. Kayak en a 2500 et Google 25 000. Donc de toute façon, dans ce combat-là, il est évident que le combat du moyen, comme disait donc Staline, le pape combien de divisions, le combat du nombre de chars, celui-là, effectivement, donc on l'a perdu. Donc maintenant, on doit essayer d'être qualitatif. Et donc là, je suis d'accord sur le fait que il faut travailler là-dessus. La simple chose, c'est que je pense que moi, il faut avoir des gens qui connaissent les produits, donc de la modération forte, réelle, donc avérée, parce que vous allez sur place et que vous avez une vision de ce qui s'y passe, donc vous connaissez donc, les produits. Et deuxièmement, il faut effectivement, sur la base d'un volontariat dynamique, essayer de créer une communauté. Je pense par exemple qu'avant les sites d'avis, il y avait les forums. Un certain nombre de grands succès du web à l'origine ont été des forums. Doctissimo, bon voilà un site qui, dans un domaine encore plus pointu que le tourisme, parce que le tourisme, on risque
de passer un mauvais week-end, un mauvais séjour. Dans le domaine de la médecine, on risque un peu plus gros. Parfois l'amputation quand c'est pas plus. Et pourtant, il y a des gens qui vous disent « Ah, vous avez ça, et ben prenez, mettez vos fesses dans une bassine avec du gros sel et vous allez voir, etc. » Donc, et on ne fait pas toute une histoire de savoir si sur le forum de Doctissimo, tous les avis sont normés, validés par je ne sais qui. Donc aujourd'hui, c'est l'appréciation de l'internaute que de se dire bon, bah, le coup de la bassine avec du gros sel, j'y crois pas. Et je vais plutôt m'orienter vers autre chose. Les enjeux sont pas pareils. Ah bah c'est pire. Bah, les enjeux sont bien pires. Non, je préfère louper un week-end que d'être amputé en dessous du genou. Hein. Donc vous m'excuserez. Donc la réalité, c'est que le web, c'est un formidable espace de liberté. Et donc cet espace de liberté, on a du mal à le réglementer, on a du mal à le juguler en dehors d'un volontariat fort. Voilà, il faut que ça vienne, c'est comme la démocratie, il faut que ça vienne du peuple. Voilà. Donc moi j'ai un appel aux internautes, voilà. On essaye ensemble de créer des conditions et plus que de créer des réunions avec des pros, je préfère les réunions avec l'internaute. D'accord. Gilles, vous voulez peut-être rebondir là-dessus, le dernier mot sur les sites d'avis aujourd'hui, comment ça va évoluer, comment vous voyez évoluer votre activité? Alors, je vais abonder dans le sens de Jean-Pierre, tu vas être content. Tel qu'on le voit aujourd'hui, il y aura deux blocs. Le premier bloc, ça sera les sociétés qui ont des marques. On n'a pas parlé d'Amazon. Est-ce que Amazon va faire certifier ses avis? Il pourrait. Est-ce qu'ils en ont envie? Tout à fait. Ils pourraient le faire. Ils ont les 95% qui doivent être déjà faits. Est-ce qu'ils vont le faire? J'en sais rien. Ils pourraient le faire. Ça ne serait pas un énorme investissement pour eux. Est-ce qu'ils en ont besoin? Moi, j'achète sur Amazon. Qu'ils soient certifiés AFNOR, je serais ravi. Maintenant, je leur fais déjà confiance en tant que marque. Ils ont déjà une marque très très forte. Trip, c'est un exemple que tu as donné. Voilà, nous, on n'a jamais dit que Trip ne faisait pas du bio. On dit juste, nous, on fait du vrai bio. Voilà, c'était notre démarche. Donc pour nous, il y aura deux blocs. Il y aura d'un côté ceux qui ont des marques très très fortes. Tu parlais de Nouvelles Frontières tout à l'heure. Prenons Club Med. Est-ce que Club Med pourrait faire certifier ses avis? Oui. Est-ce qu'ils ont déjà une communauté et des gens qui s'attachent à des valeurs de marque? Oui. Est-ce qu'ils ont besoin de faire certifier la norme AFNOR? Désolé Stéphane, mais ils pourraient le faire, ça serait une démarche en plus. Maintenant, ils ne sont pas obligés de le faire, ils ont déjà une marque. Ça, c'est un côté de l'échiquier. De l'autre côté, du balancier plutôt, de l'autre côté, il va y avoir des milliers de marchands, des millions d'hôtels, enfin, des centaines de milliers d'hôtels, qui eux, il faut bien qu'ils se fassent entendre à un moment ou à un autre. Donc soit ils essaient de le faire tout seuls, et de toute façon, ils pourraient être certifiés, ça va être un peu compliqué, soit ils font appel à des tiers, Trusted Shops, il y en a plein sur la place, pour le faire avec eux, pour être transparent vis-à-vis du consommateur. Et pour finir, pour ton exemple de Nouvelles Frontières, si la personne était partie avec Nouvelles Frontières et qu'on lui avait demandé son avis et qu'on avait vraiment traité, selon les normes AFNOR, son avis, ça n'aurait pas attendu 3 ans pour qu'il reçoive une réponse. Et le web a permis ça, et tant mieux. Non, mais il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est que l'hôtelier peut prendre la parole. Non, mais l'hôtelier passe son temps. Et Jean-Pierre prend la parole, je vous fais remarquer. Pour terminer là-dessus, qui a fait le succès de TripAdvisor et des avis? C'est les hôteliers. Qui envoie des mails et fait le forcing pour que les clients mettent des avis sur Trip? Les hôteliers, parce qu'ils pensaient qu'on allait parler d'eux qu'en bien. Et alors, quand c'est en bien, ils sont contents. Et quand on les égratigne, alors là, par contre, ça ne va plus. Mais moi, ce que je pense, c'est que l'hôtelier peut prendre la parole derrière. Il faut effectivement donner aussi la parole à l'hôtelier. C'est-à-dire que l'hôtelier a le droit de dire « J'ai été mauvais, ce week-end-là, ma femme était souffrante, on n'a pas été bon en cuisine. » Voilà, ça arrive un week-end par an. On est d'accord. Mais pourquoi tu ne le fais pas sur Easy Voyage? Moi, je vous propose de faire un débat tu tous fais les pas deux. Je ne fais pas encore, bien sûr. Il y a Easy tellement de Voyage, choses que je ne fais pas encore. Le web, c'est en fait la frustration permanente. Si on arrivait à faire tout ce qu'on pense, ce serait formidable. Malheureusement, on est toujours en décalage. Stéphane, allez-y, parce que sinon, on ne peut pas les arrêter, les deux. Je le sais. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, je partage. Et simplement, je voulais vous indiquer que la norme prévoit effectivement qu'il y ait une contre-réponse possible de l'hôtelier ou du cybermarchand, hein, peu importe. Mais effectivement, je pense que c'est important. C'est un dialogue. Voilà. On est effectivement dans un monde très libéral. En tout cas, l'Internet, c'est comme ça. Réglementé, je pense que il y a peu de chances que ça marche. Il y a peu de chances que ça marche. Par contre, il faut apporter quand même un petit peu de confiance dans tout ça. Alors effectivement, quand on a une marque, on a une qualité derrière et qui fait que la confiance s'est installée au fil du temps. Mais par contre, pour ceux qui sont en construction, qui ont une marque à construire, une image de marque à construire, la confiance, on doit l'apporter. Et je pense que des outils comme la norme actuelle permettent d'apporter ce gage de confiance. Maintenant, c'est une réponse. Ce n'est pas peut-être la réponse universelle. En tout cas, j'espère bien qu'elle va faire progresser les avis et le traitement de ces avis au sein du web. Glynis, le mot de la fin, puis...
Oui, j'aimerais bien répondre à votre question sur l'avenir des avis et aussi rebondir sur ce que nous avait indiqué Stéphane Moulière. Effectivement, pourquoi Trusted Shops a choisi de se conformer à la norme AFNOR sur la France alors qu'il s'agit finalement de quelque chose de non obligatoire, comme ça a été souligné. En fait, il y a beaucoup d'exigences dans cette norme que nous trouvons très sensées. Pourquoi? Parce que c'est le produit en fait, des acteurs du marché. Alors il y a peut-être encore des imperfections, peut-être encore des choses à améliorer, mais en tout cas, c'est très pratique et c'est plus sensé qu'une loi qui est décidée par les personnes qui finalement ne sont pas sur le terrain. Et finalement, c'est une réponse à quelque chose qui pour nous ne fait que commencer avec les avis. Même s'il y a eu tous ces problèmes sur leur fiabilité, etc., les gens continuent de les lire et les gens continuent d'en donner. Donc il faut que la réponse à ça soit appropriée. Et la problématique de l'international, nous en tant qu'acteurs européens, nous soutenons énormément cette disposition qui va à faire passer la norme à l'international pour que justement le même standard puisse être proposé à un consommateur qui habite en Allemagne, en Espagne ou en France et qui d'ailleurs sont peut-être amenés à tous aller en vacances dans le même hôtel. Très bien. Thomas, vous voulez ajouter un petit mot? C'est bon, c'est bon. On va peut-être passer aux questions dans la salle. Vous avez vu, ça fait débat, donc pas de questions. Pierre et vacances, là. Pas de questions? Non? Ah, d'accord. Alors, ce qui serait sympa, si vous pouvez vous lever et vous présenter. C'est une vraie question ou une fausse question? Juste derrière vous, voilà. Je préfère. Oui, j'ai en fait deux questions. J'imagine que... Vous pouvez vous présenter, excusez-moi. Oui, bien sûr. Anne-Marie Zambe, je travaille dans le monde du tourisme depuis des années et je suis consultante. J'imagine que ces avis, ils sont affichés d'une certaine façon. Certainement, la norme prévoit les règles d'affichage ou les règles de tri des avis. Ensuite, je me mets à la place du client qui doit consulter ces avis au fur et à mesure et je me dis que le temps de recherche pour ce client, il va s'accélérer de plus en plus et qu'il va y avoir certainement des filtres qui vont les amener à guider leur choix. Voilà, c'est une question. À qui? À l'ensemble. Jean-Pierre, il en peut plus. Pour moi, effectivement, donc la réponse elle est relativement simple. C'est qu'à partir du moment où nous, on essaye de qualifier justement donc, les profils et de réunir un tas d'informations, bah, ensuite, c'est assez simple à l'Amazon que de rapprocher donc, des avis correspondant au profil qui est le vôtre. Et donc, je pense que de plus en plus, évidemment, sur 400 000 hôtels, si on commence à avoir donc, une idée de votre consommation, on pourra vous proposer donc, les produits et les avis qui correspondent le plus à votre profil, évidemment. Comme Twitter vous propose de suivre des gens qui correspondraient aux gens que vous suivez déjà. Ça, pour moi, c'est la démarche empirique. La démarche idéale, c'est mon avis, en fait, que je m'appelle Gilles Granger, Vinivi, Toto 18 ou Georges 23. En fait, vous en fichez complètement. Le seul avis qui serait vraiment pertinent à vos yeux, et même si toutes les personnes ici vous donnent leur avis sur l'endroit où vous voulez aller, la personne qui sera la plus pertinente à vos yeux, c'est la personne que vous connaissez. Ce que vous connaissez vraiment dans la vraie vie. La vraie personne que vous connaissez de chair et d'os, qui est votre ami Facebook ou votre contact LinkedIn. Et à partir du moment où vous allez avoir un avis qui va être authentifié, identifié et personnalisé avec une vraie personne que vous connaissez derrière, on peut vous mettre 10 000 avis TripAdvisor, Vinivi, Easy Voyage, ce que vous voulez, vous en fichez complètement. C'est cette recommandation-là qui va vous intéresser. On n'en est pas encore là. On aimerait bien. En attendant, on met des filtres en disant que les gens qui ont mis comment on dit dans la norme, que les gens qui ont déposé une preuve d'achat, il faut les trier par date. Enfin, il y a plein de tris qui existent, mais le tri ultime, pour répondre à votre question, pour moi, le tri ultime, ce sera celui-là. On n'en est pas encore là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Moi, je pense exactement l'inverse. Moi, je pense que j'ai surtout pas envie que les gens que je connaisse me donnent leur avis, parce que justement, je les connais. Donc, et je préfère effectivement donc avoir l'avis de gens qui me semblent des experts. C'est-à-dire qu'en toute situation, si demain vous devez avoir un problème médical, l'avis de votre beau-frère, s'il est juste infirmier, c'est sûrement intéressant, mais vous préférez l'avis d'un médecin. Donc moi, je pense qu'encore une fois, l'avenir, c'est de qualifier donc, les experts et d'aller chercher l'avis de ces gens-là, parce que vous allez mettre un profil de gens qui vous correspondent et dont les goûts se rapprochent des vôtres. Et donc leur avis vous sera beaucoup plus intéressant que l'avis de la belle-sœur qui a été 2 fois à l'hôtel dans sa vie. Moi, je suis pour les deux. Voilà. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, Sébastien Pujat, je travaille dans le domaine de la bière. Ma question est la suivante.
Aujourd'hui, quand je dépose un avis sur Amazon, automatiquement, il est référencé par Google. Aujourd'hui, je pense que c'est un frein essentiel par rapport au dépôt des avis, c'est-à-dire que parfois les gens n'ont pas envie qu'on connaisse toute leur vie. Et comment vous allez, on va dire, inciter les gens à déposer des avis, mais en leur garantissant une espèce de respect de leur vie privée. C'est-à-dire que demain, on fait une recherche sur une personne, quel qu'elle soit son domaine, on n'a peut-être pas envie d'avoir toute sa vie exposée publiquement. Alors c'est une bonne question, effectivement. La norme prévoit justement dans l'identification de la personne qui va déposer un avis les moyens de contact, bien évidemment. Mais par contre, dans la partie restitution, il est précisé qu'il est demandé à la personne de savoir si on veut mettre son prénom, son nom, ses initiales, sa date de naissance, son pays d'origine, sa géolocalisation. Donc les données personnelles sont soumises effectivement à l'approbation de la personne qui va soumettre l'avis. Donc ça, la norme le prévoit dans la restitution. C'est un des principes et des exigences de la restitution. D'autres questions? Non? Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a apporté quelques réponses. En tout cas, merci Madame pour votre participation. Merci infiniment, messieurs, pour ce débat. Et puis merci à vous pour votre attention. Merci.